Donc, bonjour à tous, merci aux organisateurs de la journée de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler des effets du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques. Bon, si vous êtes ici, vous êtes conscient qu'au cours des 100 dernières années, on a assisté à un réchauffement des températures atmosphériques du globe et que ce réchauffement a une influence sur les autres compartiments et en particulier les masses d'eau. Avec des réchauffements de ces masses d'eau, vous pouvez voir ici un exemple d'une augmentation donc de l'écart, d'une moyenne de l'écart à une température moyenne sur différents cours d'eau français, la Seine, la Loire et le Rhône. Alors évidemment, ces augmentations de température sont très variables dans l'espace, avec des pentes qui vont être différentes dans les différents milieux et puis les ordonnées à l'origine aussi. Donc des évolutions qui vont être un peu variables en fonction évidemment de la variabilité géographique des climats locaux, mais aussi de la complexité des relations entre la température de l'air et la température de l'eau. Globalement, on retrouve donc aussi un réchauffement sur les températures de surface des plans d'eau. En général, bon, ici vous voyez un ensemble d'exemples sur des plans d'eau allemands. Vous retrouvez un peu la variabilité des relations et des augmentations, mais en moyenne, on a généralement des augmentations de ces températures de surface. Mais dans les plans d'eau, les choses peuvent être un petit peu plus compliquées encore que dans les cours d'eau parce qu'en fait, on a des modifications de la température qui vont être variables au cours de la saison et puis en fonction de la profondeur. Vous voyez ici un exemple d'augmentation de la température, enfin de variation de la température dans le temps pour un plan d'eau aussi allemand. À différents mois, hein, du mois de janvier au mois de décembre, séparés en saison, et à différentes profondeurs. Et vous voyez que les augmentations ne sont pas les mêmes à toutes les profondeurs. Et on a même des cas où on va avoir des variations en fait, négatives de cette température. Donc l'augmentation ne va pas se faire de façon homogène partout et à toutes les profondeurs. Et cela, ça va avoir des implications en termes de mouvement des masses d'eau dans les plans d'eau. Je ne sais pas si vous le savez, mais ces mouvements de masses d'eau sont principalement dictés par les différences de densité de l'eau dans le plan d'eau. Et ces différences de densité sont également liées à des différences de température. Donc des modifications comme ça, des structures de température avec la profondeur, peut entraîner aussi des modifications de la dynamique des masses d'eau dans les plans d'eau. Donc ça complique un peu les impacts du changement climatique parce qu'on ne va pas forcément avoir uniquement un effet du réchauffement, mais aussi des problèmes comme ça de mouvement de la masse d'eau. Alors pourquoi s'intéresser à l'impact de ce changement climatique sur les organismes aquatiques? Parce que les organismes aquatiques sont des organismes à sang froid et de ce fait, ils vont être impactés par le changement climatique par un lien direct, enfin, ils sont très sensibles à leur température environnante. Mais en plus, comme ce sont des organismes aquatiques, ils vont également être impactés par l'accessibilité à l'oxygène du fait du lien entre quantité d'oxygène dissoute dans l'eau et température. En général, plus la température est élevée, moins on a d'oxygène dans l'eau, donc ce qui pose des problèmes de métabolisme aux organismes. Et puis en plus, ces organismes, en général, sont géographiquement relativement contraints. Donc ils vont avoir un petit peu plus de mal que certains organismes terrestres pour échapper à un réchauffement de leur environnement. Pardon. Alors quels sont les effets du réchauffement global? Enfin les principaux effets qu'on connaît. Il y a un effet qui est très connu, et je pense que vous le connaissez, c'est le fait que les aires de répartition des organismes vont se modifier et que les organismes vont avoir tendance à se déplacer vers de plus hautes altitudes et latitudes pour trouver des conditions plus fraîches. Alors, d'un point de vue aquatique, en fait, les travaux qui ont porté sur ce patron étaient principalement prédictifs.
et en général ont consisté en fait à essayer de modéliser l'habitat favorable à une espèce en fonction de variables climatiques locales, et puis en fonction de scénarios climatiques futurs, on essayait de voir dans quelle zone l'habitat allait devenir favorable pour une espèce et dans quelle zone l'habitat allait devenir défavorable pour l'espèce. Et de là, on fait des prédictions de colonisation de nouvelles régions. Alors, par exemple, pour ici, Vimba, vous voyez une colonisation potentielle de zones septentrionales, et puis la disparition dans des zones où l'habitat va devenir défavorable, donc en particulier des zones méridionales. Alors ces modifications d'aire de distribution, ça va avoir aussi un impact sur la diversité des communautés. Et en général, ce qui a été montré, c'est qu'on prévoit des augmentations de richesse spécifique, c'est-à-dire du nombre d'espèces. Ici, vous avez 2 scénarios climatiques et des prédictions d'évolution de la richesse spécifique en fonction du gradient amont-aval, ici amont, ici aval. Donc on voit qu'il y a globalement des augmentations, le 0 ici, globalement des augmentations de la richesse spécifique, et en particulier dans les zones intermédiaires, moins à l'amont et moins à l'aval. Et cela se traduit en fait par des pourcentages de modification des structures de communauté plus ou moins forts, à des niveaux intermédiaires pour les cours d'eau intermédiaires, un très fort taux de modification des structures de communauté à l'amont. Pourquoi ? Simplement parce que les organismes ne peuvent pas monter plus haut. Donc on va avoir disparition d'organismes et puis arrivée d'autres espèces de l'aval, donc une modification très importante de la structure des communautés à l'amont et puis moins importante à l'aval. Pardon. Alors, concernant les observations, il y en a déjà moins sur les milieux aquatiques, en partie du fait du manque de séries long terme encore disponibles aujourd'hui. Mais globalement, on va retrouver à peu près les patrons que j'ai décrits là, avec par exemple ici une augmentation de la proportion des espèces dites thermophiles dans différents milieux. En fait, ici, c'est les mêmes sites que ceux que j'ai montrés pour la température de l'eau un peu plus tôt. Et on a distingué en fait l'évolution dans des sites qui sont le long d'ouvrages hydroélectriques et qui sont aussi des sites aval, principalement les sites Rhône-Aval en fait, et puis les autres sites. Mais partout, on voit une augmentation significative du nombre d'espèces d'eau chaude. En revanche, si on regarde la proportion d'espèces méridionales, on a globalement une augmentation, mais pas dans les sites qui sont au droit des ouvrages hydroélectriques et en aval des cours d'eau, ce qui sous-entendrait qu'en fait, on peut avoir des barrières à la colonisation par les espèces méridionales, alors des barrières naturelles, la mer Méditerranée en particulier, ou des barrières anthropiques, comme les ouvrages hydroélectriques. Comme prédit, on observe également donc, une augmentation du nombre d'espèces dans les différents sites. Mais en fait, cette augmentation est un peu trompeuse parce qu'on constate également une diminution de l'équitabilité. Alors l'équitabilité, c'est quoi? En fait, c'est un gâteau d'abondance. Donc c'est la façon dont le gâteau d'abondance est réparti entre les espèces. Si elle diminue, ça veut dire qu'il y en a qui commencent à avoir des grosses parts, peut-être comme certains de vous à midi, et d'autres des petites parts de gâteau. Donc en fait, ce qui se traduit ici par une domination en fait, de la communauté par un nombre restreint d'espèces en termes d'abondance. Ce qui sous-entend plutôt une baisse de la biodiversité, enfin d'un aspect de la biodiversité. Alors, si on retrouve des liens, en tout cas des grands patrons prédits dans nos observations, il faut savoir que les liens observation-prédiction sont encore assez faibles aujourd'hui, en tout cas quand on rentre dans le détail. On commence à essayer un petit peu de faire les liens observation-prédiction maintenant. Ici, vous voyez des liens en fait entre les changements de favorabilité de l'habitat observés et puis ces changements prédits. Et vous voyez que ce n'est pas exceptionnellement bon, même si on a une relation positive, ce n'est pas exceptionnellement bon. Et si derrière vous allez un peu plus dans le détail et que vous allez essayer de prédire non pas la favorabilité de l'habitat, mais vraiment l'occurrence d'une espèce, ça va être encore plus compliqué. Parce qu'un habitat peut être favorable, mais il y a tout un tas d'autres phénomènes qui peuvent
impacter l'apparence d'une espèce ou la disparition d'une espèce, en particulier les interactions avec les autres espèces, ou les barrières à la migration, etc. Alors voilà pour le premier grand type de modification observée. Il y a un autre effet qui est largement décrit, c'est les changements de phénologie et l'apparition d'événements printaniers plus précoces en particulier. Ça a été observé dans de très nombreux écosystèmes et pour de très nombreux organismes. On l'a vu aussi pour un certain nombre d'organismes aquatiques. Dans de nombreux milieux, on va avoir des blooms phytoplanctoniques qui vont avoir tendance à, pas toujours, mais qui vont avoir en général tendance à apparaître un petit peu plus tôt. Alors ce qu'on appelle bloom, c'est la reprise de la vie dans les plans d'eau ou les cours d'eau après l'hiver, donc les organismes qui ont tendance à réaugmenter en abondance, et notamment le phytoplancton et le zooplancton. Et puis pour des organismes un peu plus développés, on a eu aussi on a pu observer pour certaines espèces des avancements, des migrations de reproduction, des dates de ponte et de l'âge à maturité. Alors ces modifications-là, du timing biologique, ça peut induire des désynchronisations des dynamiques prédateurs-proies. Alors c'est un très grand mot pour dire que par exemple si vous avez l'habitude d'aller manger à midi et que le changement climatique ne perturbe pas votre habitude d'aller manger à midi, mais que celui qui prépare la nourriture, lui, il fait chaud, donc il va préparer la nourriture un peu plus tôt et la nourriture va être prête à 11 h. Vous, quand vous allez arriver à midi, il n'y aura plus de nourriture. C'est un peu ce qui se passe, qui peut se passer dans les dynamiques prédateurs-proies. C'est-à-dire que des prédateurs peuvent arriver à maturité ou en masse, en abondance, à un moment où la ressource a, elle, disparu, parce qu'elle a eu son pic d'abondance un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Donc ça, c'est des choses qui ont été observées, mais en fait, c'est très difficile de prédire les impacts de ça, parce que ça devient souvent très vite complexe du fait de la complexité des interactions trophiques entre les organismes. Alors enfin, le dernier grand type de modification qu'on a observé, donc parallèlement à ces changements d'aire de répartition et de phénologie, c'est des modifications brutales de la structure des communautés, ce qu'on appelle les shifts de régime shift. Et ces modifications brutales, elles peuvent être dues à deux choses. D'abord des événements climatiques extrêmes, c'est le coup de massue. Ça a été le cas par exemple pour la communauté de mollusques de la Saône et la canicule de 2003. Ici vous pouvez voir, c'est un résumé de la structure de la communauté. Les valeurs négatives correspondent à une communauté dominée par ces espèces-ci et une valeur positive, une communauté dominée par ces espèces-là. Au cours du temps, on avait déjà une dérive graduelle de la structure de la communauté, mais on voit bien qu'au moment de la canicule, on a eu une modification très brutale de cette structure. Donc le coup de massue dont je parlais, on va vers un autre état, une autre structure de la communauté. Pour information, même encore aujourd'hui, on n'est pas revenu exactement à la structure initiale. Alors ça, c'est le coup de massue, mais en fait, on peut observer également ces modifications sans événements climatiques extrêmes, mais de façon relativement spontanée. Ça a été montré de façon théorique. Sous une contrainte climatique, on va avoir des dérives comme ça graduelles et puis des sauts. Alors ça s'explique assez facilement. En fait, c'est une sorte de fatigue de l'écosystème et on dit que sa résilience diminue. C'est un peu comme si vous mettiez à courir un marathon, par exemple. Au début du marathon, un petit caillou sur la chaussée, c'est très facile à sauter. Et puis au bout de 40 km, le même petit caillou, vous pouvez vous prendre les pieds dedans, vous casser une jambe et vous passez à un autre état. Et c'est exactement la même chose qui se passe. Sauf qu'en général, si vous vous cassez une jambe, on va arrêter le marathon. Avec le changement climatique, il peut continuer. Donc c'est comme si on vous forçait à continuer à courir, etc. Donc vous risquez de vous recasser une deuxième jambe à un moment ou à un autre. Bon voilà, c'est ce qu'on appelle des modifications comme ça importantes de la structure des communautés. Alors on a observé un petit peu ce type de phénomène quand on a regardé l'évolution des structures de macro-invertébrés sur le Rhône. Bon, là, on a un plan factoriel, peu importe, c'est encore une fois une image, une représentation de l'évolution de la structure des communautés.
Donc vous voyez qu'elle évolue. On retrouve ici, elle évolue de façon continue, mais avec des marches un peu d'escalier ou des choses qui se passent un peu brutales. On retrouve l'effet de la canicule. Et puis on retrouve tout un tas de décrochements à d'autres moments qui sont dus à d'autres modifications. Alors des crues violentes sur le Rhône en 93-94, sur le Bas-Rhône, mais on observe aussi cette modification, là, ce petit saut sur le Haut-Rhône, où les crues ont été beaucoup moins importantes. Et puis finalement une modification qui n'est pas tant marquée que ça, et puis les crues, par exemple, des crues qui ont eu lieu aussi en 2001, et où là, on a une très grosse modification de la structure de communauté. Donc ce que je vous disais, c'est pas toujours très facile de comprendre pourquoi il y a eu une modification si importante, alors que la contrainte n'a pas été, et pas quelque chose de connu pour être majeur. Donc ce qui, en termes prédictifs, pose des problèmes évidemment pour prédire l'évolution des structures de communauté. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, on a des impacts écologiques du changement climatique qui sont relativement clairs, qui ont été modélisés et observés, mais on manque encore de règles générales. Finalement, si vous réfléchissez, je ne vous ai pas montré énormément de types de modifications. On a beaucoup d'approches empiriques ou basées sur des approches empiriques. La modélisation est basée sur des observations de l'habitat favorable pour des espèces. On a finalement assez peu de mécanismes identifiés et un centrage qui est encore fort sur les effets thermiques directs. Et puis on a un ensemble de problèmes, je ne veux pas du tout être pessimiste, mais on a un ensemble de problèmes. Le problème des facteurs confondants, j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais évidemment qui nuisent à l'interprétation qu'on fait de nos observations et puis à la validité des prédictions qu'on va faire. Le problème des interactions trophiques et le problème des régimes shift dont je vous parlais, c'est-à-dire des modifications qui sont difficiles, dont l'occurrence est difficile à prévoir. Ça pose un peu la question de référence mouvante, ou en tout cas quand on veut restaurer un système ou évaluer sa qualité, il faut déjà être capable d'évaluer la trajectoire que va avoir ce système, mais aussi la trajectoire que pourrait avoir la référence de qualité de ce système. Si vous prenez une référence fixe, évidemment, si vous prenez en compte le réchauffement climatique, petit à petit, votre système s'écarte de la condition de référence, donc il va se dégrader. Mais ce n'est pas toujours très facile pour des gestionnaire de lutter contre le réchauffement climatique. Donc s'il s'agit de lutter contre les autres pressions anthropiques, c'est intéressant d'avoir l'évolution de cette référence en prenant en compte l'effet du changement climatique. Et ici, vous pouvez vous rendre compte que, par exemple, ce système-là a plutôt eu tendance à se rapprocher de sa référence plutôt que s'en éloigner. Alors, pour prévoir tout ça, c'est encore très compliqué parce qu'on n'a finalement pas encore beaucoup d'outils. Il faut encore faire un effort sur l'acquisition de données long terme. Alors, soit mettre en place des suivis maintenant et les poursuivre dans le futur, soit améliorer nos techniques pour aller chercher de l'information dans le passé. Analyser des processus, bien sûr, parce que si vous avez vraiment la main sur les processus, c'est toujours plus facile de prédire la trajectoire d'un système. Et puis peut-être explorer de façon un peu plus fine les liens avec les théories écologiques existantes, les théories des perturbations par exemple, pour essayer de mieux prévoir ces shifts de régime, ou d'autres théories écologiques. Et par exemple, dans mon laboratoire, on se centre un peu sur les règles taille-température. Donc j'ai parlé de ça, c'est simplement un exemple. Il y a d'autres exemples de théories écologiques à explorer, mais nous on s'est intéressé à celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la taille est très souvent fortement corrélée aux variables écologiques, notamment le log de la taille et le log des variables écologiques. On appelle ça les relations allométriques. Alors j'ai tracé ces points-là complètement au hasard. Vous allez dire que j'exagère. En fait, pas tant que ça. Souvent, ces relations sont très bonnes. Et il se trouve qu'on a une règle taille-température, et en particulier pour les ectothermes aquatiques, où on s'est rendu compte qu'avec une augmentation de la température, la plupart, pas tous, mais la plupart des organismes avaient tendance à diminuer en taille. Ça a été observé de façon expérimentale ou géographique, et on a pu montrer récemment que, aussi de manière expérimentale et sur le terrain, que le changement climatique pourrait également entraîner des diminutions en taille, ce qui donnerait donc un lien entre réchauffement et variables écologiques via la taille.
Donc il reste à explorer les mécanismes et puis les conséquences. Mais une des conséquences, ce serait par exemple un impact sur la structure des chaînes trophiques, puisqu'on sait que les chaînes trophiques sont souvent structurées en taille avec les grands prédateurs qui sont souvent, comme je viens de le dire, des grandes espèces. Et on pourrait imaginer que le changement climatique pourrait avoir des effets néfastes sur ces grandes espèces et donc sur leur capacité à réguler leur proie. Voilà, c'est un des exemples possibles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Martin.